Allez, on enchaîne avec notre première table ronde de la matinée, justement. Un premier éclairage général, l'agrivoltaïsme, nouveau modèle à construire ensemble. Je vous le disais en préambule ce matin, révolution ou bonne idée. Depuis les premières installations agrivoltaïques et l'apparition même du seul mot, les critiques, parfois les confusions ont été nombreuses. Impact sur les sols, conflits d'usage, risque de rente énergétique qui menacerait l'activité agricole. Un effort de définition s'impose donc aujourd'hui pour préciser de quoi l'on parle et dans quelles conditions l'agrivoltaïsme peut répondre à des enjeux différents et complémentaires, agricoles et énergétiques. Dans cette première table ronde, donc, on va en quelque sorte poser un cadre général, principes et définitions, et affirmer une fois encore que l'enjeu, c'est bien de construire ensemble un nouveau modèle qui soit profitable aux deux secteurs, agricoles et énergétiques. 1h10 de discussion, et puis ensuite la parole sera à vous. Vous aurez la possibilité d'interpeller les intervenants à cette table ronde que j'appelle tout de suite. André Joffre, vice-président émérite Enerplan, organisateur de cet événement. Merci de l'accueillir. Étienne Prune, agriculteur. Venez nous rejoindre. Jérôme Mousset, directeur bioéconomie et énergie renouvelable à l'ADEME. Olivier Dauger, administrateur FNSEA en charge des sujets climat, énergie et carbone et par ailleurs coprésident de France Agrivoltaïsme. Et Christian Courtier, agriculteur. Bonjour messieurs. Ravi de vous accueillir à ce premier panel. Je voudrais démarrer avec vous, André Joffre. Voilà, emparez-vous d'un micro, ils sont ouverts. Donc, je l'ai dit, vice-président émérite Enerplan, vous allez donc porter le point de vue d'Enerplan en tant qu'organisateur de cet événement et en tant que représentant de la filière solaire. On en a parlé déjà depuis le début de cette matinée. Mais rappelez-nous, pourquoi faut-il faire de l'agrivoltaïsme? Est-ce que c'est utile pour la transition énergétique? Et comment finalement cela peut se combiner aux intérêts de l'agriculture et de ses différents enjeux? Oui, c'est très important, mais je dirais avant tout, c'est très important pour l'agriculture. Pour mettre les pieds dans le plat, moi je vais vous dire un truc, c'est que je suis d'un pays, Perpignan, où il y a beaucoup de sécheresse. Et ce que je dis, que je répète, c'est un peu compliqué parfois à le faire comprendre aux agriculteurs, mais c'est que le solaire, c'est l'avenir de l'agriculture. Dans les régions, on l'a vu, dans les régions très ensoleillées, on oublie souvent, on parle des évolutions de la température, mais savez-vous qu'à Perpignan, par exemple, en 40 ans, l'ensoleillement a grandi, s'est accru de 20%. Donc c'est important, c'est des choses. C'est pour cela que quand on met des ombrières, par exemple, sur des vignes, pour occulter 20% de l'ensoleillement, ce qui est à peu près le bon critère, hein, en fait, simplement, on se remet dans les conditions de 1980. Donc, ce n'est pas extraordinaire. Mais par contre, évidemment, comme le prix du raisin a beaucoup diminué dans cette période-là, eh bien, effectivement, la vente d'électricité permet de générer quelques revenus supplémentaires qui permettent d'équilibrer. Donc, on retrouve des conditions normales, celles des années 80 où on n'arrachait pas toutes les vignes parce qu'il n'y avait plus de rentabilité. Donc vous voyez, je crois qu'il faut qu'on inverse un petit peu les choses. On a eu tendance à dire c'est des vignes, c'est des terrains, des friches agricoles, on va les équiper de panneaux solaires. Finalement, c'est une espèce de constat d'échec. Moi, je dis l'inverse en fait. C'est que le solaire, c'est l'avenir de l'agriculture et ça permettra de pouvoir continuer à faire de l'agriculture là où il y a un manque d'eau, là où finalement on a besoin d'ombre, exactement comme dans les pays du Maghreb. Hein. Pays du Maghreb, vous ne faites pas du maraîchage en plein soleil, vous le faites sous les arbres, sous les dattiers qui apportent cette fraîcheur un petit peu matinale qui permet aux plantes de pousser. Alors, vous connaissez bien le sujet du solaire, hein, vous dirigez le bureau d'études Texol depuis 40 ans, un média, un bureau d'études, vous avez un blog, une newsletter très suivie dans le monde du solaire. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit tour d'horizon de l'actualité liée à l'économie de la filière en quelques... Écoutez, on est sur un monde qui est en perpétuelle évolution et l'époque est marquée par l'avènement du solaire. Vous savez, aujourd'hui, la production d'électricité photovoltaïque est la plus performante par rapport à toutes les autres, notamment par rapport aux énergies fossiles. Il n'y a pas
n'y a pas de comparaison possible, en fait. Lorsqu'on produit de l'électricité avec du fioul lourd, avec du gaz, etc., on arrive dans certaines régions du monde à produire pour 20 euros le mégawattheure. Bon, on n'en est pas encore ici en France à ce niveau-là, mais les prix continuent de baisser et la compétitivité du solaire n'est plus à prouver. Donc, ce qui se produit, évidemment, c'est que la production, si vous voulez, dans le monde entier, 80% de l'électricité est produite par du fossile. Il faut avoir ça en tête. Hein. Nous sommes, nous, en France, vraiment quelque chose d'assez peu représentatif, finalement. Et la France représente à peu près 1%, en gros, de la production mondiale d'électricité. Donc, c'est tout à fait marginal. Quoi que nous fassions, quelles que soient nos décisions politiques, etc., le choix du nucléaire, évidemment, qui a été fait en France, etc., tout cela n'influe pas la marche mondiale du solaire. Pour la raison simple, c'est que comme le solaire est très compétitif par rapport aux moyens de production électrique à base d'hydrocarbures ou de charbon, bien en fait, la plupart des producteurs d'électricité dans le monde intègrent dans leur panier du solaire. Et donc, les volumes sont considérables. On voit des centrales solaires maintenant qui deviennent gigantesques. En Chine, il y a des projets de centrales qui font 100 gigawatts. 100 gigawatts, donc c'est des choses vraiment considérables comme volume. Ça représente à peu près la consommation électrique de la ville de Pékin, vous voyez, en une seule centrale. Alors, sans tomber dans ces extrêmes qui sont quand même qu'il faut avoir en tête, hein, parce que tout cela contribue à fabriquer toujours plus de panneaux solaires. Et comme les panneaux solaires ne contiennent pas de produits compliqués, c'est des produits simples, le silicium est le produit le plus banal sur Terre, et bien à ce moment-là, on se retrouve avec des quantités fabriquées qui progressent de 40-50% par an. Et évidemment, au fur et à mesure que les volumes augmentent, les prix diminuent. Voilà. Donc, on est aujourd'hui compétitif et on le sera encore plus demain. Alors, évidemment, nos détracteurs nous disent oui, mais c'est bien beau, mais vous êtes intermittent. Hein, bon. Alors, intermittent, je n'aime pas trop le mot parce que ça veut dire que ça marche pas. En fait, on est plutôt variable. Hein, c'est plutôt le terme approprié. Et effectivement, arrive une deuxième dimension là, qui est en train de prendre corps en ce moment même. Hein, c'est l'utilisation du stockage, qui va permettre le couplage d'un stockage panneaux solaires, va permettre d'ouvrir un monde nouveau avec justement la possibilité de produire au maximum dans les périodes de forte intensité, de fort besoin, le soir ou le matin. Oui, vous dites on n'a jamais connu des technologies qui avancent aussi vite. Ouais. Il n'y a plus de raison de s'arrêter. Je pense qu'il y a eu le téléphone mobile qui a connu des progressions à peu près aussi rapides, mais le solaire est en train de rentrer dans cette catégorie-là. Et je pense honnêtement que dans un avenir assez proche, hein, d'ici peut-être la fin de la décennie, là, 2030, un toit solaire coûtera moins cher qu'un toit traditionnel. Donc la question ne se posera plus de produire ou pas du solaire, ça sera la méthode utilisée. Après, bon, c'est vrai que la question n'est pas uniquement de produire des électrons, il faut pouvoir les faire coïncider avec les besoins. Ou en partie faire évoluer les besoins pour qu'ils coïncident avec le solaire. C'est aussi une matière de procéder. Donc ça, c'est en cours. Hein. Il y a des modifications des plages tarifaires de consommation d'électricité qui vont intervenir. Et puis, je pense qu'effectivement, le couple solaire-batterie va être assez génial parce que ça va changer complètement la donne. Alors, il y a une donnée supplémentaire, c'est qu'il y a une batterie qu'on n'avait pas vu venir, si on peut dire, c'est la batterie des voitures. Parce que les voitures électriques, en fait, on avait pensé que les voitures électriques, vous savez, les gens allaient se comporter différemment, ça serait l'autopartage, etc. Bon, en fait, ce n'est pas du tout ça. Hein. Les gens continuent d'utiliser les véhicules comme ils utilisaient les véhicules thermiques. Ça veut dire qu'en gros, 90% du temps, la voiture est arrêtée. Si elle est arrêtée et qu'on a la bonne idée de la raccorder à une prise de courant, bah à ce moment-là, ça veut dire qu'en 2030, nous aurons 20 gigawattheures de batteries disponibles qui n'ont pas été achetés pour ça, qui ont été achetés pour la mobilité, mais en fait qui seront tout à fait disponibles pour permettre de pouvoir stocker de l'énergie solaire.
On reviendra à vous tout à l'heure. Je voudrais qu'on entende Étienne Prune, agriculteur, polyculture, arboriculture, mais également de l'élevage, hein, vaches, brebis. Vous êtes basé à Bioul, à côté de Montauban, en Haute-Garonne. Et vous travaillez depuis 2009 à un projet agrivoltaïque avec Neoen, l'un des 2 partenaires de l'événement, avec Photosol. Dites-nous un petit peu quelle a été la genèse de ce projet. Pourquoi? Je crois que c'est né avec 6 autres propriétaires, dont la mairie. Bonjour à tous. Donc oui, donc du coup ça a été un projet qui a été porté par la mairie, notamment par le maire de Bioul, qui a été un acteur principal du coup de ce projet. Donc du coup en 2009 avec 6 autres propriétaires, donc du coup tous situés les uns à côté des autres, hein, donc sur une parcelle de 17 hectares au total. Donc ils ont décidé de faire de cette friche qui à l'époque, donc du coup sur 17 hectares, il faut savoir qu'il y avait 11 hectares de friche. Donc ils ont décidé de faire de cette friche un parc photovoltaïque. Donc du coup ça a été Neoen qui a été donc, du coup mandaté pour consulter, on va dire, pour créer ce projet. Donc à l'époque, on ne parlait pas forcément d'agrivoltaïsme, enfin, même le mot, je pense que le mot n'existait pas. Et donc du coup, c'est un accord du coup avec monsieur le maire, tout ça, que l'idée est venue donc, de faire pâturer des brebis à 100% sur le site. Ouais. Donc du coup en 2014 un appel à candidature a été fait, où je me suis porté candidat et j'ai été retenu. Donc du coup j'étais jeune agriculteur à ce moment-là, et c'est qu'en 2018 que le permis a été accordé, validé. Donc il y a eu, je vous passe toutes les embûches que le projet a rencontré, mais il y en a eu beaucoup. Moi-même, j'avais du mal à croire à la faisabilité du projet. Ouais. Mais en 2021, donc du coup, on a pu mettre les brebis sur site, et depuis, elles sont à 100% sur site. Depuis juin 2021. Depuis juin 2021. Parmi les embûches, une association s'est montée contre. Voilà, donc c'était surtout le voisinage. Ouais. Sachant que bon, quand même, les premières maisons à vol d'oiseau sont à environ 400-450 mètres, je dirais. Voilà, donc bon, ils étaient contre, oui. Ouais. Neoen a financé pour grande partie, le projet, et vous? Neoen a financé, oui, à 90%. Ouais. Donc du coup, la bergerie et un hangar de stockage, car il faut savoir que mon exploitation, moi, se situe à 3 km du site. Donc, et le projet était vraiment de laisser les brebis à 100% sur le parc et de ne jamais les sortir, quoi. Retour d'expérience, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous à refaire? Vous le referiez? Vous en êtes où aujourd'hui? À refaire, bien sûr que je le referai, parce que du coup, ça apporte quand même une stabilité à mon exploitation. Quand on voit du coup l'intervenant avant qui montre tous les impacts climatiques, que ce soit la grêle, le gel, donc je suis arboriculteur, je suis très exposé à ça. Donc là, bon, du coup, avec des panneaux photovoltaïques sur 17 hectares, donc du coup, ça nous permet une pousse de l'herbe, on va dire, assez stable sur toute l'année, quoi qu'il arrive. Après, donc du coup, les problèmes que j'ai rencontrés, donc bon, en gros, c'était un projet un peu. Enfin, on n'avait pas de recul, quoi. C'était une première expérience, on va dire. Donc la prairie n'a pas été préparée comme elle aurait dû être. Donc au niveau de la qualité de l'herbe, elle n'est pas au rendez-vous. Je saisis au vol ce que vous dites, vous n'aviez pas du tout de recul, pourtant vous êtes porté candidat sans hésiter quasiment. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Peut-être l'insouciance de la jeunesse, je ne sais pas. Non, parce qu'il y avait quand même beaucoup de détracteurs à ce projet, notamment même ne serait-ce au niveau de ma famille et mon père qui pensait qui était sceptique, parce que c'était quand même une friche où il y avait des ronces et des arbres qui faisaient 3 mètres de haut. Et donc du coup, tout le monde avait un peu de mal à penser que de l'herbe allait pouvoir pousser. Et aujourd'hui et aujourd'hui, de l'herbe pousse, des brebis vivent à 100% pâturent à 100% sur le parc. Et aujourd'hui, on a ramené une activité agricole où il n'y en avait pas, où il n'y en avait plus du moins.
Voilà, donc c'est à savoir, c'était quand même vraiment donc, des terres en friche qui ont même été en vente pendant des années et que personne n'en voulait. Ouais. Sachant qu'après, on est quand même une région de France, on va dire, assez productive, où on a de la terre et l'accès au foncier et de la terre qui est relativement cher. Donc c'était aussi une opportunité pour moi en tant que jeune agriculteur d'avoir accès au foncier à moindre coût. Vous dites qu'aujourd'hui, les opposants et la profession, la profession est encore trop frileuse à votre goût. Est-ce que vous vous sentez ambassadeur peut-être aujourd'hui de l'agrivoltaïsme ? Ambassadeur, oui. Après, il faut quand même que tout projet soit étudié et raisonné. Chaque projet est unique. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Juste avant, voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut que ce soit étudié. Mais bien sûr qu'il y a des endroits où l'activité agricole a disparu. Je pense que c'est un moyen d'en remettre une. Ouais. Aujourd'hui, tout est en place et vous êtes satisfait ? Aujourd'hui, tout est en place. Je suis satisfait, oui. Les brebis vont mettre bas dans 15 jours. Et voilà. Sous de meilleures conditions qu'auparavant ? Oui, bien sûr, oui. Oui, donc moi, je n'avais pas de brebis sur mon exploitation, je les ai mis. Donc, du coup, je suis en quête constante d'amélioration. Donc, depuis 3 ans... j'ai mon revenu lié aux brebis qui fait qu'augmenter, quoi. Très bien. Merci. On reviendra vers vous tout à l'heure. Merci beaucoup. Jérôme Mousset, directeur bioéconomie et énergie renouvelable à l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui suit les sujets agrivoltaïques. L'ADEME, en tant qu'agence de la transition écologique, est une sorte d'éclaireur, on va dire, sur ces enjeux. Alors, le développement du photovoltaïque dans les exploitations agricoles contribue largement, on le sait, à atteindre l'objectif de 40% d'énergie renouvelable dans la production d'électricité d'ici 2030. Je l'ai dit en préambule, on a quand même besoin d'une définition. Comment est-ce que vous définiriez l'agrivoltaïsme aujourd'hui ? Bonjour à tous, merci pour les échanges. Effectivement, l'agrivoltaïsme, on peut peut-être déjà commencer par rappeler que c'est pour l'ADEME un enjeu stratégique, à la fois pour la transition énergétique, on va en parler tout à l'heure, décarboner notre pays, et aussi pour le monde agricole. L'intervention de M. Zerkin mettait bien en avant ces enjeux de changement climatique. C'est une filière qui est encore jeune, qu'il faut accompagner, structurer, encadrer pour trouver les bons équilibres qu'évoquait M. Bourg en introduction, qui nous semblent vraiment très importantes. On était parti du constat que le développement du photovoltaïque dans les terrains agricoles sont très très larges en termes de type d'installation. Et que finalement, quand on parlait d'agrivoltaïsme, on ne parlait pas forcément tous de la même chose. Et que c'était important, du coup, de se mettre d'accord sur une définition commune et partagée. Et c'est pour ça que l'ADEME avait lancé une première étude qui a été publiée en 2022, et qui devait faire notamment un état de l'art de l'agrivoltaïsme en France et à l'international. Et cette étude a fait l'objet de nombreuses concertations avec les syndicats agricoles, les énergéticiens, les ministères, les chambres d'agriculture. L'étude qui a été publiée en 2002, elle a permis 2 choses importantes. D'abord, c'est de proposer une première méthode d'évaluation de l'agrivoltaïsme, et puis une définition partagée par tous, qui a été reprise dans la loi en grande partie. Et donc maintenant, c'est notre socle sur lequel on s'appuie tous pour développer l'agrivoltaïsme en France. Dans la définition, je pense que le point important qu'il faut retenir, c'est qu'on recherche une synergie. C'est vraiment le maître mot, la synergie entre l'activité de production d'énergie et l'activité agricole. Donc ça va passer par différents critères, mais il y a quelques points importants qu'on peut souligner. Il faut que l'installation apporte un service à la production. Donc quand on parle d'un service, ça peut être un service agronomique sur la limitation de l'évapotranspiration, sur l'adaptation au changement climatique, sur le bien-être animal. Mais il faut que ce service soit bien en adéquation avec la production. C'est-à-dire qu'on n'a pas une parcelle photovoltaïque d'un côté et une production agricole de l'autre. Il faut que ce soit sur la même parcelle, qu'on ait bien cette synergie recherchée. Et puis, il faut qu'on garantisse un maintien
de la production agricole. C'est vraiment une des conditions pour garantir cette synergie. Voilà, et je dirais juste pour terminer sur ce premier point, c'est que cette notion de recherche d'équilibre, de synergie entre production d'énergie et production agricole, finalement, on le retrouve dans beaucoup de sujets des énergies renouvelables qu'on a dans le monde agricole. On a le même débat sur la méthanisation, comment intégrer le méthaniseur dans le système agricole, mais on a même le débat aussi sur la biomasse, quand on parle de l'implantation d'agroforesterie, de haies, où on va rechercher aussi une synergie entre l'adaptation du système agricole et la production de biomasse pour l'énergie. Alors, prévu sur 2024 et 2025, une autre étude de l'ADEME avait pour objectif de mettre à jour la méthode d'évaluation des projets. Qu'en est-il aujourd'hui ? Donc effectivement, il y a une deuxième méthode là, qui est en cours de développement et qui est bien avancée parce qu'elle sera publiée mi-2025, d'ici 6 mois à peu près. Donc c'est une étude qui est la suite de la précédente. Et l'idée, c'est d'outiller les parties prenantes qui sont impliquées dans l'agrivoltaïsme. Quand on dit les parties prenantes, c'est les chambres d'agriculture, les CDPNAF, les services de l'État, les collectivités, pour proposer une grille commune de lecture, d'analyse des systèmes, des projets agrivoltaïsme qui se développent sur le territoire. L'étude a 2 volets importants. Le premier, c'est qu'elle va donner un panorama du développement de l'agrivoltaïsme dans 5 régions, donc Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, PACA, Bourgogne-Franche-Comté et La Réunion. Et puis, le deuxième objectif, c'est de poursuivre la grille d'analyse qu'on avait mis en place dans la première étude pour proposer une méthode opérationnelle d'évaluation des projets. Et donc cette méthode, elle va être diffusée, elle va être libre d'accès pour que chacun puisse l'utiliser et évaluer les projets. Alors, ce qu'on peut en dire, peut-être 2 choses. Sur la partie du panorama, les premiers résultats confirment ce qu'on a déjà dit depuis le début de la matinée, c'est qu'il y a une réelle dynamique de l'agrivoltaïsme. Sur 5 régions, on a dans les cartons, ce n'est pas des projets qui vont tous arriver au bout, on a 1600 projets identifiés, plus de 23 000 hectares potentiellement concernés. Donc ça montre l'engouement, en tout cas sur cette filière-là. Et dans les 1600, on va passer au crible 50 projets avec la méthode pour tester la méthode et la diffuser. La méthode, elle va donc répondre à 2 points. C'est d'abord vérifier que le projet il est bien en conformité avec le décret et donc la caractérisation de l'agrivoltaïsme. Mais l'idée, c'est aussi d'avoir un regard beaucoup plus large sur le projet, sur les autres enjeux, comme la biodiversité, le sol, la réversibilité, etc. Finalement, on en est où, de manière générale, sur le photovoltaïque dans les politiques publiques aujourd'hui ? Alors je pense qu'effectivement, on peut peut-être remettre l'agrivoltaïsme dans une problématique un peu plus large, qui est la transition énergétique du pays. Vous savez, c'est important de remettre un petit peu de sens et d'objectifs. L'enjeu, c'est bien de décarboner notre économie, donc réduire nos émissions de gaz à effet de serre, pour arriver à un bilan nul en 2050. Et puis, c'est de renforcer notre indépendance énergétique et notre souveraineté énergétique par rapport à d'autres pays. Le challenge, il est quand même énorme parce qu'en gros, il faut d'ici 25 ans qu'on remplace quasiment tout le fossile, l'énergie fossile, qui représente une part importante de notre mix aujourd'hui. Et pour ça, il faut d'abord réduire notre consommation d'énergie, tous les scénarios le disent. Et le deuxième levier, c'est de remplacer ces énergies-là par des énergies renouvelables. Et le photovoltaïque a une place vraiment importante dans le développement de ce mix énergétique. Déjà, on observe une accélération très forte du photovoltaïque en France depuis quelques années. On a multiplié par 3 ces dernières années sur le rythme. Et on n'est pas au bout. Quand on regarde les perspectives, notamment le projet de loi, le projet de la PPE3, la planification pluriannuelle de l'énergie, on voit qu'entre l'installation photovoltaïque en 2022 et ce qu'on viserait en 2035, donc dans 10 ans, c'est pas si loin que ça, c'est entre 5 à 6 fois l'installation aujourd'hui. Donc on voit une ambition très importante en termes de développement. Et dans le photovoltaïque, du coup, il y a bien évidemment une priorisation des installations sur toiture, sur zones artificialisées, mais l'agrivoltaïsme
a toute sa place pour contribuer à atteindre cet objectif à partir du moment où on respecte bien ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire la définition et la synergie, le maintien de l'activité agricole. La question qu'on peut se poser, c'est comment faire pour susciter l'adhésion de tous, finalement. Je pense que cette question de l'adhésion, de l'appropriation, on entend parfois parler aussi d'acceptabilité, c'est un enjeu qui est stratégique, aussi important que les questions de rentabilité économique et technique. Si on n'a pas une adhésion des citoyens, des élus, des entreprises, des agriculteurs à ces technologies-là, on n'y arrivera pas. Donc c'est vraiment un sujet qu'on prend à bras-le-corps dans cette transition énergétique. Alors ce qu'on peut souligner, donc il y a des controverses quand on monte des projets, vous l'avez souligné, hein, mais on peut rappeler quand même que d'une manière générale, les énergies renouvelables ont une assez belle image dans l'opinion publique, et notamment le photovoltaïque. On fait régulièrement des sondages à l'ADEME pour savoir un peu où on en est. Et quand on pose la question aux Français de finalement quelles sont les énergies renouvelables qu'ils connaissent le mieux, ce qui arrive en tête, c'est l'éolien. Et en deuxième position, on a le photovoltaïque, qui est quand même assez connu, de plus en plus connu par les Français. Ce qui est d'ailleurs surprenant, c'est que la biomasse arrive très loin derrière, alors que c'est la première des énergies renouvelables et qu'elle est utilisée par un quart des Français à travers le bois. Et puis ce qui est intéressant, quand on pose la question quelle est l'énergie d'avenir, le photovoltaïque arrive en première position avec le nucléaire. Donc c'est considéré comme les Français, comme vraiment une énergie d'avenir, donc c'est plutôt encourageant. Mais comme toute filière, il y a des débats, il y a des controverses qu'il faut regarder en face, qu'il faut éclairer, qu'il faut objectiver. Il n'y a pas une énergie renouvelable qui est exempte de ces débats-là et qu'il faut bien évidemment apporter, éclairer. Je dirais qu'il y a 3 points importants qu'on peut souligner. Premièrement, peut-être, c'est de faire de la pédagogie, d'expliquer le plus possible par des visites, par toute forme de solutions, des retours d'expérience, ce qu'est l'agrivoltaïsme. Parce que dans les débats, encore aujourd'hui, je pense qu'on s'en rend tous compte, on entend parler des fois de projets agrivoltaïsme qui n'en sont pas. Et c'est vraiment important de se raccrocher avec cette définition de synergie entre l'activité énergétique et l'activité de production agricole. Donc de la pédagogie. Le deuxième point important, c'est aussi d'intégrer dans tous les projets une approche globale. C'est-à-dire, c'est pas que l'énergie et que l'agriculture, il faut aussi aborder les sujets de controverse comme la biodiversité. Voilà, il y a des études qui vont permettre donc de mieux objectiver, de mieux prendre en compte ces enjeux. On peut intégrer aussi les notions de paysage. On en a parlé tout à l'heure, on a des démarches plan de paysage qui permettent de positionner les installations dans des territoires pour que ce soit le plus accepté possible. Et puis, ça pose aussi des questions de partage de la valeur entre les différentes parties prenantes. Dans tous ces projets, je pense que la règle, c'est d'impliquer le plus possible, le plus tôt possible, les citoyens, les élus, les acteurs locaux dans tous les projets. Alors, on reviendra à vous tout à l'heure, notamment pour parler de la mise en place d'un observatoire indépendant. Mais je voudrais qu'on entende Olivier Dauger à présent, administrateur FNSEA, en charge des sujets climat, énergie et carbone, et par ailleurs coprésident de France Agrivoltaïsme. Vous accompagnez les agriculteurs qui mènent des projets agrivoltaïques et les développeurs membres de la structure. Vous avez coécrit la loi APER, cette loi dont on parle tant depuis ce matin, sur l'accélération des énergies renouvelables, et même certains textes qui vont définir ce qu'est l'agrivoltaïsme et donner les règles pour l'appliquer. Dites-nous, Olivier, quel est le point de vue de la profession agricole et en l'occurrence du syndicat majoritaire sur l'agrivoltaïsme aujourd'hui? Qu'en attendent-ils finalement? Oui, bonjour à tous. Il faut bien voir, et l'introduction par Sajaka est intéressante, il faut bien voir l'agrivoltaïsme pas comme une unité indépendante, je dirais, qui est complètement liée au climat. Si je m'occupe des énergies, c'est parce que je m'occupe de la transition du climat depuis les accords de Paris pour l'agriculture. Et qu'en fait, l'énergie est on dit toujours l'agriculture victime, cause, solution. Et dans les solutions, évidemment, on attend l'agriculture par rapport à la biomasse, Jérôme Mousset l'a dit, mais aussi par rapport au sol, par rapport à la présence, la possibilité de produire. Mais ça doit venir, et ça a été très bien dit en introduction par la présidente de FNO, c'est avant tout un projet alimentaire. Et le projet énergétique s'accroche, je dirais, sur le projet alimentaire et apporte un plus.
un plus par rapport, et ça a été très très bien expliqué tout à l'heure dans la première présentation, et bien sûr un plus économique, c'est pour ça qu'on parle aussi de partage de la valeur, parce qu'il y a la protection par rapport aux chaleurs, à la grêle et tout ça, c'est très important, mais il y a aussi besoin de pérenniser les exploitations. Donc on est véritablement dans une des briques de solution, comme dans l'avant-dernière diapo d'ailleurs que j'aime bien, où on voit l'ensemble des briques de solutions, qu'elles soient génétiques, économiques, mais l'énergie en est une. Et l'agriculture a toujours, dans son histoire, produit de l'énergie, hein, il faut le rappeler, parce que quelquefois le débat est là. On parle de bioéconomie. La bioéconomie, c'est l'alimentation, c'est l'énergie, c'est les matériaux et c'est la chimie. Et évidemment, pour nous, quoi, en tout cas, notre position, ma position, c'est que l'alimentaire doit rester prioritaire, quoi qu'il arrive. Parce qu'on parle beaucoup de souveraineté énergétique. La souveraineté alimentaire est une vraie question. On en parle un petit peu au niveau français par rapport aux actions qui ont lieu en ce moment. Mais c'est une vraie question au niveau mondial, la souveraineté alimentaire. Quand vous êtes dans les COP climat, on parle plus de souveraineté alimentaire que de souveraineté énergétique. Donc il ne faut surtout pas baisser le pied sur l'alimentation. C'est véritablement un élément véritablement important. Par contre, eh ben, on peut arriver à faire ce plus, pas à la place, pas en disruption, mais en plus. Et ce plus peut amener des améliorations. Alors, le bien-être animal, on dit, le gel, la chaleur, et selon les régions. Donc, il y a véritablement une complémentarité entre la production énergétique et la production alimentaire. Et pour l'agriculteur, ça lui amène une certaine stabilité aussi, déjà une certaine modernité, je dirais, parce que sur son exploitation, il peut produire plus de choses, mais aussi une stabilité, une durabilité. L'énergie, c'est des contrats de 15 ou 20 ans. En agriculture, on ne sait pas le prix qu'on vendra nos produits dans 3 jours. Et on ne sait même pas la quantité qu'on pourra vendre. Donc on est complètement, les banquiers aiment bien ce genre de choses, parce que forcément, on est complètement dans quelque chose de durable. On peut faire un business model, j'entendais tout à l'heure, mais où est le business model? Évidemment qu'il faut un business model dans tout ça, il faut que ça soit durable, mais ça permet à l'agriculteur de pouvoir avoir une partie de sa production qui est stabilisée, qui en plus apporte certaines externalités positives. Je voudrais vous faire réagir aux propos à la fois d'Étienne et de Jérôme précédemment. Étienne nous disait qu'il avait le sentiment que la profession était encore un peu frileuse sur ces sujets. Jérôme Mousset disait que peut-être on a besoin d'un petit peu plus de pédagogie. Qu'attend véritablement la profession de l'agrivoltaïsme aujourd'hui? Oui, elle est frileuse. Il y a de tout, je dirais. Il y a vraiment de tout. Mais non, je pense que, et encore une fois, la première présentation le montre bien, l'agriculture est en train de vivre une transition, une rupture, une révolution, je ne sais pas comment on peut dire, mais complète. Aussi bien sur ces systèmes de production que par rapport au climat, que par rapport à la nécessité de se dire que dans 30 ans, on produira, moi je suis à côté de Reims, je vais produire des productions qui sont aujourd'hui dans la vallée du Rhône. Donc on a par rapport à un métier qui est un métier lent, c'est-à-dire qu'il y a une production par an, qui est le revenu de l'agriculteur. Donc ça veut dire que si on se trompe une année, on n'a pas de revenu pendant l'année, donc c'est compliqué, il y a une prise de risque, il y a un certain nombre de choses. Donc tous ces changements, c'est quelque part sortir de sa zone de confort qui existait depuis plusieurs dizaines d'années. Et en même temps, ce que j'ai dit tout à l'heure, l'agriculture est victime du climat, donc beaucoup d'agriculteurs sont conscients que ça ne pourra pas durer. Les accidents climatiques tous les ans montrent que ça ne pourra pas durer, qu'il y a un véritable problème de production par rapport aux régions et de besoin de revoir un petit peu son exploitation, de se projeter. Le problème, c'est d'arriver à se projeter sans gagner d'argent, ce qui est le cas un peu aujourd'hui de l'agriculture, qui ne gagne pas beaucoup d'argent en ce moment. Donc, comment on arrive à se projeter, à investir, à aller vers plus de risques sans avoir d'argent? Et c'est là que les énergies, et c'est là que le non-alimentaire peut apporter justement ce plus, parce qu'on parle du photovoltaïque, on a parlé de la méthanisation, on peut parler de la chaleur, on peut parler des matériaux, on peut parler de plein de filières, le chanvre, le lin, et toutes ces filières qui sont aujourd'hui en train de se développer, qui peuvent justement apporter quelque part une plus-value sur l'exploitation, mais pas que financière bien sûr, mais aussi une plus-value par rapport à la réflexion sur l'évolution du système. Mais toujours en gardant cette idée que l'alimentaire, ça doit être le pilier et que le reste vient se mettre autour, mais ne vient pas remplacer. Quel projet de méthanisation, ça doit être un projet agronomique sur l'exploitation, un projet de photovoltaïque, ça doit être un projet d'un petit plus, mais ça ne doit pas remplacer la production alimentaire. Ça peut créer une nouvelle production sur l'exploitation, ça c'est vrai. Et ça peut, comme ça a été très bien dit, et on le voit, et ça je trouve ça très bien, remettre des terres en production grâce à l'agrivoltaïsme. Et ça, je trouve que c'est très intéressant, parce que c'est des terres qui ont été délaissées parce qu'elles ne produisent pas assez par rapport aux critères économiques aujourd'hui. Par contre, peut-être que par un projet agrivoltaïsme, ces terres vont pouvoir redevenir productives, et du coup,
c'est un plus par rapport à l'alimentaire. C'est donc un virage à considérer aujourd'hui. C'est un virage à considérer. Dans beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui, les agriculteurs sont avant tout des entrepreneurs, quel que soit même leur système de production et tout ça, ils sont avant tout des entrepreneurs. Donc quand ils voient un intérêt, et pas entrepreneurs pour gagner de l'argent bien sûr, mais aussi entrepreneurs pour trouver les solutions par rapport aux questions qui se posent ou aux blocages qu'on a sur une exploitation agricole. Donc oui, c'est un plus. Maintenant, la production agrivoltaïque, ça va être 30, 50 000, peut-être 100 000 hectares à terme. Et encore, ça paraît beaucoup quand on parle aujourd'hui, sur 29 millions d'hectares. Donc il faut pas non plus croire que l'agrivoltaïsme va sauver l'agriculture. Par contre, ayons l'intelligence de faire des projets qui ont un vrai sens par rapport à l'exploitation, qui apportent à celui qui le fait véritablement quelque chose, une valeur ajoutée importante sur l'exploitation. Mais voilà, ce n'est pas l'Eldorado, parce que l'agrivoltaïsme rapporte moins que des projets photovoltaïques, même en termes de rentabilité. On parlait de rentabilité tout à l'heure de production électrique. Donc il ne faut pas non plus attendre un Eldorado de la production d'électricité agrivoltaïque pour un agriculteur ou un territoire. Mais c'est un plus. Et c'est un plus. Et c'est ça tout l'enjeu pour moi lié au climat, lié aux transitions climatiques. C'est qu'on passe de systèmes très verticaux à des systèmes beaucoup plus transversaux et des intérêts où on résout. Et c'est pour ça que dans les débats, notamment avec Bercy sur le prix de l'électricité, c'est vrai que Bercy paye l'électricité, il ne paye pas les externalités positives. Donc si avoir beaucoup d'externalités positives entraîne une légère hausse du coût de production d'électricité, ça pose question aux gens qui ne pensent qu'électricité. Par contre, si on résout le problème, comme ça a été dit tout à l'heure, un certain nombre de problèmes liés à l'évolution climatique et liés à la durabilité de l'exploitation, on ne le compte pas dans le prix de l'énergie. Mais c'est un plus, et c'est un plus le lien entre souveraineté énergétique et souveraineté alimentaire. Merci. On va entendre le retour d'expérience d'un autre projet avec un entrepreneur, agriculteur, entrepreneur. Christian Courtier, bonjour. Vous êtes agriculteur. Vous faites du raisin de table, vous développez des parcelles en arboriculture et vous faites des fruits rouges aussi. Vous développez actuellement un projet avec Photosol. Dans quel objectif? Expliquez-nous. Bonjour à tous. Oui, effectivement, je suis agriculteur donc, dans l'Est de la France. Avec Photosol, l'idée est venue très simplement d'un constat, il y a 6 ou 7 ans. Le trampoline dans la pelouse des enfants. Et je me suis aperçu déjà que l'herbe était effectivement par rapport aux aléas climatiques beaucoup plus verte l'été et pas jaune l'hiver. Sous le trampoline. Sous le trampoline. Et l'idée est venue de me dire, voilà, il faut arriver à protéger les cultures de cette idée-là. Donc je me suis rapproché de plusieurs entreprises et j'ai fait mon choix sur Photosol. Ensuite, on a beaucoup discuté donc, du projet, comment on pouvait protéger les cultures. Mais l'idée était déjà là, donc il y a 6 ans en arrière, même si je suis dans l'Est de la France, de trouver en fait des solutions par rapport aux aléas climatiques qu'on avait déjà à l'époque, notamment le gel printanier. Comme l'a dit tout à l'heure dans la première présentation, la grosse problématique avec ce gel printanier, c'est que si ça arrive au mauvais moment, l'année est complètement finie ou très difficilement rattrapable. Alors ce projet, il a été initié il y a 5 ans. Vous en êtes où aujourd'hui? Alors le projet, un peu comme disait tout à l'heure Étienne, on a quand même aujourd'hui beaucoup d'embûches, alors que les solutions sont là. Je pense que le constat, il est déjà fait. Il ne faut plus forcément trop se poser la question, parce que l'intérêt, moi dans mon exemple avec le trampoline, où j'ai aussi après fait d'autres simulations un peu plus poussées qu'autre chose que le trampoline, mais les solutions, elles sont déjà là. La problématique, c'est que quand on initie en fait un projet tel que le mien, on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup d'embûches, notamment auprès des institutionnels, où moi dès le départ j'ai beaucoup plus eu l'impression d'avoir un peu des bâtons dans les roues plutôt que le vent dans le dos. Alors effectivement, un projet ça se prépare, comme disaient les intervenants précédemment, il faut en parler en amont. Donc c'est ce qu'on a fait auprès de la commune qui elle était pourtant très favorable. Mais les principales difficultés sont apparues notamment auprès des DDT, des commissions CDPNAF,
Alors, je conçois, hein, au départ, c'était quand même un peu précurseur et il fallait aussi arriver un peu à cadrer tout ça. Moi, je sais que sur la Chambre d'agriculture de Haute-Marne, ils ont mis en place une charte. Donc, ça a permis un peu de définir, de cadrer les choses. Donc, c'était une bonne chose. Mon projet y a pris part puisque c'était un des premiers sur la région. Et puis ensuite, effectivement, il y a le décret qui est apparu. Donc, le décret est venu aussi conforter un petit peu tout ça et mettre des règles. Donc, c'est plutôt bien. J'espère que les projets qui viendront maintenant iront plus vite pour que on ne puisse pas, en fait, je dirais, décourager des producteurs tels que moi ou Étienne, ou dès le départ, si on n'avait pas été, je pense, un petit peu persévérant, on aurait pu se dire au bout de quelques années, on laisse tomber. Oui, parce que la difficulté, c'est quand même d'arriver à se projeter. 5 ans, c'est long, c'est court à la fois, mais c'est long. Comment est-ce qu'on se projette? Moi, je rappelle que vous êtes dans un objectif de transmission aussi, hein, avec votre fils, et ça, c'est quand même une problématique pour vous. Oui, exactement. Encore une fois, un projet agri-photovoltaïsme, c'est aussi un modèle économique. Quand j'ai commencé à préparer mon projet, personnellement, on m'a demandé de faire des prévisionnels sur 5-6 ans. Et puis ensuite, le prévisionnel a été dépassé, notamment par, je dirais, le fait d'un immobilisme au niveau administratif. Donc après, ça ne tient plus la route, et puis c'est difficile de se projeter parce que on se pose des questions, on met beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et puis on est persuadé que l'agri-photovoltaïsme va nous apporter des solutions. Enfin, on en est certain, même. Enfin, moi-même, j'en suis certain parce que j'ai déjà fait pas mal de tests en ce sens. Mais effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment une prise de conscience pour arriver à, maintenant que le décret est sorti, à aller plus vite en ce sens et pas décourager tous les porteurs de projets. Est-ce que votre activité aujourd'hui, elle est tenue, elle est tributaire de ce projet? En partie, oui. Pour moi, c'est un projet en fait sur une dizaine d'hectares dans lequel en fait il va y avoir une partie recherche et développement sur tout ce qui est fruits rouges. Alors on parlait tout à l'heure, je ne vais pas revenir sur tous les avantages par rapport aux aléas climatiques, je pense qu'on l'a dit beaucoup, mais moi je vais aussi peut-être vous parler d'autres avantages, je dirais collatéraux, que j'ai remarqués dans le cadre de mon exploitation. C'est tout simplement, par exemple, quand vous avez une protection et que vous n'avez pas l'eau directement sur les feuilles, on s'aperçoit que le risque sanitaire en fait, diminue considérablement. Donc, grâce aux panneaux, ça permet aussi de réduire tous les risques prioritaires qu'on peut connaître, comme le mildiou, l'oïdium, etc. Mais c'est surtout qu'on peut arriver ensuite à faire quelque chose qui est d'un modèle beaucoup plus vertueux, avec des productions plus qualitatives. On est tous d'accord que moins on utilisera de produits, meilleur ça sera pour tout le monde. Et les couvertures en sont une réponse. Prochaine étape, c'est quoi? Je crois que vous attendez l'enquête publique en début d'année, c'est ça? Il y a une enquête publique? Oui, exactement. Dans le cadre de l'instruction, il faut savoir que quand vous lancez un projet, vous avez toutes les études qui doivent être faites, études d'aménagement, paysagères, etc., pour vraiment construire le projet dans sa globalité. Ensuite, vous avez 2 commissions CDPENAF, donc une plutôt spécialisée sur effectivement tout cet aménagement et l'autre sur le projet lui-même. Et puis, donc moi aujourd'hui, je suis passé ces 2 étapes un petit peu stressantes, et la prochaine est l'enquête publique avec, j'espère, et je vais croiser les doigts, une autorisation au printemps qui permet ensuite de se projeter et de préparer la construction du projet. Je rappelle que dans votre projet, vous avez été rejoint par une association, ça s'appelle Planète Légumes, et le but, c'est que ce projet, justement, puisse vous permettre d'être une vitrine du Grand Est. Pour l'instant, c'est pas encore ça, on n'y est pas encore. Est-ce que vous avez le sentiment de pas avoir été pris au sérieux au départ? Oui, on peut le dire, oui. C'est vrai qu'il y a 6 ans, quand j'ai initié le projet, je m'en souviens des premiers rendez-vous avec la Chambre d'agriculture, avec les élus, etc. Je pense que j'ai été pris un peu pour un fou.
Puis après, à force de ténacité, j'ai été pris un peu plus au sérieux. Et puis après, effectivement, des associations comme Planète Légumes sont venues se rapprocher au projet. L'intérêt, c'est d'avoir surtout des données. Aujourd'hui, le projet permettra en fait d'avoir des données, de faire des études en termes de rendement, mais pas que. Le rendement, c'est une chose, bien sûr, mais après, il faut s'assurer aussi de la couleur, du calibre, du goût, etc. Si vous faites un produit mais qui n'est pas vendable, aucun intérêt. Donc l'idée sur ce projet-là, c'est effectivement que Planète Légumes puisse venir faire des relevés qui permettront d'avoir beaucoup de données. Et puis on sait qu'en agricole, une année ne reflète pas l'autre. Donc, on s'inscrit dans un projet sur plusieurs années qui permettra effectivement de faire une moyenne et puis d'avoir des données qui permettront aussi après d'améliorer les variétés et puis beaucoup de choses également. Je voudrais faire réagir Étienne à vos propos, parce que je vous vois, Étienne, qui hochez la tête depuis tout à l'heure. Est-ce que vous avez, vous aussi, eu le sentiment d'être véritablement pionnier ? Et est-ce que vous récoltez des données aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous pouvez relever d'intéressant et de notable grâce à cette installation ? Vous êtes, voilà, c'est installé, c'est terminé, on est d'accord, hein ? Oui, moi c'est terminé. Donc moi, les relevés que j'effectue, ils sont essentiellement visuels, on va dire. Donc je m'aperçois que la pousse de l'herbe, notamment au mois de mars-avril, donc du coup elle débute beaucoup plus fort sous les panneaux, parce que je pense qu'elle n'est pas impactée par les gelées matinales. Après, on s'aperçoit que par contre, du coup, l'herbe au mois de mai-juin pousse moins sous les panneaux et plus dans l'entretable. Par contre, après, du coup, elle dessèche beaucoup plus vite dans l'entretable et donc, du coup, elle dure beaucoup plus longtemps, elle reste plus verte plus longtemps sous les panneaux. Donc, ce qui est quand même bénéfique pour les brebis, parce que du coup, ça leur fait un garde-manger, on va dire, sous les panneaux. Ensuite, on se rend compte aussi, donc j'ai des photos qui attestent cela. Au mois de septembre, dès qu'il fait un orage, donc là pour le coup c'était 20 mm, donc du coup on avait un parc qui était desséché, parce qu'on est quand même sur des terres hydromorphes l'hiver et qui sont très séchantes l'été. Et on s'aperçoit que dès qu'il fait 20 mm, ça reverdit sous les panneaux, dans l'entretable, à l'ombre du coup, et des parties qui sont sans panneaux, elles ne reverdissent pas. Donc on voit bien que du coup ça a un effet bénéfique sur la pousse de l'herbe. Est-ce que, Christian, comme Christian, vous avez eu le sentiment qu'on a essayé de vous décourager au départ ? Et si c'était à refaire, est-ce que vous referiez ? Et peut-être quels conseils vous avez envie de donner avec du recul sur cette expérience ? Donc moi j'ai quand même eu la chance par rapport à Christian, du coup, c'est que moi il y avait vraiment le porteur du projet, c'était le maire de ma commune qui lui tenait absolument à ce projet, et donc du coup en fait on était déjà deux, donc je pense que du coup ça l'un par l'autre on se motivait et on s'est jamais découragé, on va dire, donc ça c'est quand même important. Après, bien sûr que ce sera à refaire, vu qu'en plus ça s'est réalisé, ça sera à refaire, on le referait bien sûr. On parle beaucoup de cette question de retour de la valeur. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut quantifier aujourd'hui ? Vous pouvez le quantifier, ça, ou pas ? Difficilement. Comme on disait, on peut déjà quantifier la stabilité. Aujourd'hui, moi j'ai un contrat de prêt à usage, donc du coup sur les parcelles, donc déjà rien que ça, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai un accès au foncier qui est assuré et qui est quantifiable, et ensuite un revenu d'entretien aussi qui lui est stable, qui est aujourd'hui plus stable même que la PAC, parce qu'on est sur 30 ans, on est sur 30 ans, alors que la PAC on ne sait pas si dans 10 ans, elle sera encore renouvelée. Merci Étienne. Jérôme, je voudrais qu'on revenir à vous, et puis après on prendra des questions. J'entends que ça bruisse dans la salle, il y a certainement des questions. Parce que vous préconisiez à l'époque de l'étude dont vous nous avez parlé tout à l'heure, la mise en place d'un observatoire indépendant pour permettre les retours d'expérience, c'est ça ? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, de la mise en place de cet observatoire ?
Effectivement, donc l'observatoire est prévu dans la loi et je voulais rebondir du coup sur les deux témoignages qui montrent bien la jeunesse de la filière et donc les difficultés que ça peut poser pour les agriculteurs qui veulent monter ces projets à la fois de choix techniques et d'acceptabilité locale qu'on a évoqué tout à l'heure. Le retour d'expérience, il est essentiel parce que ce qu'on veut, c'est monter des filières emblématiques et éviter les contre-performances. Et c'est vrai que des fois, le temps qui est un peu long, il faut aussi le mettre dans le contexte d'une filière jeune sur lequel on a quand même encore très peu de retour d'expérience parce que les technologies sont très très variées et il faut quand même avoir souvent plusieurs années de retour d'expérience pour analyser ce que vous dites, les effets sur la pousse de l'herbe, sur le bien-être animal ou différentes choses. Et donc cet observatoire est là pour ça, c'est-à-dire qu'on est en train de développer un observatoire qui va permettre donc de capitaliser les données de l'ensemble des installations agrivoltaïques en France, donc qui nous permettra d'avoir un suivi de l'agrivoltaïsme, de la diversité des types d'installations, mais surtout aussi les résultats sur la production agricole, qu'elle soit végétale ou animale. Et donc cet observatoire va nous permettre aussi donc, de mettre à disposition de tous les données, les résultats, sous forme d'indicateurs, de références pour chacun de nous. Et puis, du coup, on espère aussi, à travers cet observatoire, c'est contribuer à alimenter le débat, comme aujourd'hui, sur voilà, les technologies qui marchent, celles qui marchent moins bien, etc. Et la finalité de l'observatoire, c'est de venir en appui, notamment des ministères, pour valider les technologies éprouvées. C'est-à-dire que pour que ça aille plus vite à un moment donné, il faut qu'on soit en capacité de dire, ben voilà, cette technologie-là, ce couplage-là, on a suffisamment de références, on a suffisamment de recul pour y aller de manière plus rapide, mais aussi être en capacité d'identifier des couplages qui ne marchent pas bien, sur lesquels on a un décrochage de la production et donc d'arrêter ce type de filière. Et les données de cet observatoire seront accessibles à tous ? Alors oui, tout à fait. Ouais. L'idée, c'est bien d'avoir une plateforme d'information et on mettra les données agrégées, pas les données individuelles de chaque installation, bien sûr, mais les résultats sous forme d'indicateurs et de références seront disponibles. Photovoltaïque et terrains agricoles, finalement, quel est l'enjeu à vos yeux aujourd'hui ? L'enjeu, c'est de contribuer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de contribuer à la transition énergétique du pays, qui est un défi majeur de notre société. Je reprendrai un petit peu ce que disait Olivier tout à l'heure, c'est qu'on voit bien que dans la transition énergétique, quand on regarde les enjeux de manière très globale, le monde agricole et forestier a un rôle clé. Parce que les énergies renouvelables se font beaucoup en zone rurale. Quand on parle agrivoltaïsme ou photovoltaïque en général, quand on parle méthanisation, quand on parle biomasse, à chaque fois, on pense quand même beaucoup au monde agricole. Il y a vraiment un enjeu à accompagner cette transition énergétique, un défi majeur, et de trouver ces bons équilibres qu'on évoquait au début, qui me semblent vraiment transversales à toutes les énergies renouvelables. Comment contribuer à produire cette énergie renouvelable sans être en concurrence avec la production alimentaire qui est la fonction première, bien évidemment, du monde agricole. André, je voudrais juste revenir à ce que vous me disiez. Quand on a préparé cette session, vous m'avez dit qu'il faut quand même être extrêmement modeste et humble par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais pour autant, les agriculteurs ont une vraie carte à jouer ici et s'en rendent peut-être pas assez compte aujourd'hui. Oui, on est sur des technos qui sont en totale évolution, quoi. En fait, l'innovation, c'est ce qui caractérise le mieux, je crois, le monde du photovoltaïque. On innove toutes les semaines. Il y a des évolutions sur les rendements des panneaux, etc. Enfin, il y a vraiment des technologies. Et pour faire le lien avec ce qui vient d'être évoqué par l'ADEME sur le côté data, en fait, il y a une donnée supplémentaire, c'est que cette électricité qui sera produite par les installations photovoltaïques, il va falloir la vendre. Or, le modèle qu'on a connu jusqu'à présent, qui était un modèle avec des tarifs d'achat garantis pendant 20 ans, etc., bon, c'est un modèle qui, tôt ou tard, va s'estomper. Et donc, toute la mécanique qu'il va falloir mettre en place, qui
commence à se mettre en place, c'est effectivement d'aller vendre ça sur le marché au bon moment, etc. Alors on a parlé des batteries en début d'intervention qui permettent de décaler un peu dans le temps, en gros sur une journée, les possibilités d'aller voir quand les tarifs sont les plus élevés pour pouvoir vendre sur le marché. Mais c'est plus compliqué que ça. C'est un vrai métier de... On voit bien que là, les données, il y a d'une part le prix du marché, il y a les besoins agricoles, comment on optimise. On a beaucoup d'expérimentations aujourd'hui dans le domaine de l'agrivoltaïsme où on donne la priorité à la plante, par exemple, par rapport à la production d'énergie. Donc il y a cette deuxième donnée. Et le marché, l'optimisation agricole et puis la rentabilité finale de l'opération, parce que tout cela ne peut pas se faire sans financement. Et donc, je pense qu'on rentre dans un monde typique d'usage de l'IA, de l'intelligence artificielle. C'est vraiment le domaine où ça va se développer le plus vite, parce qu'on est dans un monde complexe. Et typiquement, l'observatoire ou les travaux des différentes entreprises qui interviennent sur ce marché, leur quête aujourd'hui, c'est d'accumuler, d'entraîner les IA avec des données qui sont beaucoup plus complexes que celles que nous avons l'habitude de faire lorsqu'on fait une installation solaire et où on vend la production de nos 100 kW pendant 20 ans à EDF. Ça, c'est un modèle, je pense, qui est un peu du passé. Et il va falloir maintenant réfléchir à ces choses-là qui sont passionnantes parce qu'on attaque véritablement un monde nouveau. Mais clairement, pour les jeunes qui sont dans la salle, il faut se dire qu'on ne fait que commencer. On n'est qu'au début de l'affaire. On est vraiment à l'instant de départ. Pour ceux qui sont familiers des photovoltaïques, on a l'impression d'être là déjà depuis trop longtemps, de connaître ce sujet. Mais on est qu'au début. Donc tout reste à venir et ça va être extraordinaire. On va avoir des évolutions technologiques, de montage financier, etc., qui vont être... Et puis de nouveaux intervenants aussi. J'ai été ce matin avec des investisseurs, des financiers purs, qui se disent mais finalement notre business c'est de s'occuper du marché de l'électricité. Comment faire pour embarquer tout le monde dans cette nouvelle aventure? On l'a compris, Étienne et Christian sont en quelque sorte des pionniers aujourd'hui, mais voilà, comment faire pour susciter l'adhésion de tous? Je pense que, si vous voulez, il y a un moteur dans l'économie, c'est l'argent. On est dans un monde agricole qui est en difficulté. Moi, je le vois dans nos régions. On a de plus en plus de terrains vous savez, quand on arrache la vigne, par exemple, parce qu'un agriculteur part à la retraite, en général, il ne pousse plus rien derrière. Quand la vigne est arrachée, c'est fini. Surtout quand il n'y a pas d'arrosage, quand ce n'est pas des terrains qui sont à l'arrosage. Donc, on a cette difficulté. Moi, je crois que ce qu'il faut, c'est effectivement remettre en culture des terrains qui ont été abandonnés grâce au photovoltaïque. Ça, c'est vraiment génial qu'on peut le faire. On recrée de l'emploi, même si c'est difficile de trouver des collaborateurs agricoles dans le Midi. Mais on peut arriver à recréer de l'activité agricole. Et honnêtement, je pense véritablement, je répète, le solaire peut être dans beaucoup d'endroits l'avenir le photovoltaïque peut être l'avenir de l'agriculture, parce que même si ça représente aujourd'hui, dans les estimations, très peu de choses, en termes de volume, par rapport aux terres agricoles, bien sûr, c'est insignifiant. Je pense quand même qu'on n'est qu'au début de l'histoire et que le monde de l'énergie en général va être bouleversé. On n'est pas... Vous savez, on a aujourd'hui des quantités d'énergie qui sont relativement limitées. L'électricité se vend assez cher, mais aujourd'hui, on est capable de produire bien moins cher que ça. Et demain encore, quand je vous dis qu'en 2030, une toiture solaire coûtera moins cher qu'une toiture en tuiles, ça change complètement la donne. Ça veut dire qu'on ne va plus définir la production d'un panneau solaire, d'une toiture en fonction des besoins du bâtiment, par exemple, mais qu'on va produire tout ce qu'on peut produire et ensuite on cherchera des usages. Ça change complètement la donne. Je sais que c'est, avec nos amis de Négawatt, souvent on est en discussion là-dessus, parce qu'on a tendance à se dire il faut être frugal sur l'énergie, il faut être... Voilà. En fait, ce n'est pas forcément la vérité. Quand l'électricité ne coûte plus rien, on peut trouver des usages nouveaux, je pense à l'hydrogène, etc., qui sont des choses qui vont... D'une façon générale, les agriculteurs
doivent être dans le futur les producteurs de l'énergie parce qu'ils maîtrisent le foncier. Donc, vous allez aux Pays-Bas, par exemple, personne ne trouve à redire parce que les agriculteurs chauffent leurs serres avec de la cogénération et vendent de l'électricité, alimentent les Pays-Bas avec de l'électricité issue du monde agricole. En France, on a tendance à se dire, ah bon, les agriculteurs pourraient faire de l'électricité, comme c'est étrange. Bon. Ben, ça, il faut absolument tordre le cou à cette idée. L'agriculture peut être un fournisseur d'énergie. Voilà. Olivier, le solaire, c'est l'avenir de l'agriculture. La profession est réellement en train de se réinventer. Aujourd'hui, quelle est votre vision ? Oui, non, je l'ai dit, la profession est en train de complètement se réinventer et surtout revenir à ce qu'elle faisait avant, en fait. Parce qu'avant le pétrole, le charbon et le gaz, elle faisait déjà tout. Donc, en fait, elle ne réinvente pas, mais elle le fait, bien sûr, avec les technologies nouvelles. Et avant, c'était 25-30% du territoire qui servait à faire le non alimentaire. Ce n'est pas l'objectif, c'est ce que je veux dire. L'objectif, il n'est pas là. Par contre, et ça a été très bien dit, c'est vrai qu'il y a dans des pays, on est beaucoup plus pragmatique. Chez nous, on a une vision un peu bloquée sur les choses. Et c'est vrai que dans les pays du Nord, ça paraît très, très logique que l'agriculture soit un gros pourvoyeur d'énergie. Et en plus, ça sert, ça a été dit là, mais c'est très vrai. Il y a toute la question de l'autoconsommation, il y a toute la question de l'utilisation de l'énergie dans les exploitations. L'agriculture est utilisatrice d'énergie, et c'est normal pour produire, pour un certain nombre de choses. Demain, peut-être qu'on va aussi pouvoir produire des engrais à partir d'hydrogène vert et ainsi de suite, qui permettront justement de trouver des solutions par rapport au carbone. Donc l'agriculture a aussi besoin de cette transition pour continuer à produire de l'alimentaire. Donc c'est un double intérêt pour le monde agricole de pouvoir l'intégrer. Maintenant, l'important, c'est d'arriver à le réintégrer sans disruption. C'est ça que je veux dire. C'est que on est dans du transversal et on n'est plus en disant on va arrêter de faire ça pour faire ça. Non, on va rajouter telle brique, telle brique, telle brique. C'est ce qui a été dit tout à l'heure sur les briques à rajouter pour trouver des solutions par rapport au climat, pour permettre de continuer la base, mais de revenir et de proposer aussi bien pour soi que pour la société des solutions. On est vraiment dans cette optique. Maintenant, c'est structurel, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est quelque part un choc de rupture, quoi. Et puis, ça nécessite beaucoup de capitaux et une prise un peu de risque. Et là, l'agriculture n'est pas bien placée en ce moment parce que l'agriculture n'arrive pas à s'autofinancer par les ventes de produits alimentaires. Hein. Tout le débat sur le coût le prix de vente des produits alimentaires sortis des fermes, hein, 7 € sur un caddie de 100 €, ça pose quand même question parce que pas avoir de revenus, c'est déjà compliqué, mais demander à investir sans revenus, c'est encore plus compliqué, quoi. C'est même quasiment impossible. Donc il y a tout ce débat. Et là-dessus, d'ailleurs, je ferai juste une petite incartade. Il ne faut surtout pas abandonner le débat sur les prix des produits alimentaires parce qu'on va faire d'autres productions sur les exploitations. Non, parce qu'on entend un peu, les agriculteurs vont faire autre chose, ça va améliorer leurs revenus, donc on abandonne le côté alimentaire. Non, non. Le côté alimentaire... Non, mais... Je n'ai pas dit pour... Non, mais on l'entend. À certains endroits, on va trouver des solutions autres pour dire que non, non. Il faut impérativement que le prix des produits alimentaires soit payé suffisamment aux agriculteurs pour leur permettre de passer ces transitions et d'apporter d'autres solutions pour eux-mêmes, mais aussi pour la société. Donc c'est un vrai enjeu global par rapport à l'agriculture, avec l'effet risque, l'effet climat, l'effet normes ou volonté de cahier des charges peut-être plus compliqué que chez nous dans d'autres pays du monde, qui font que forcément ça a plutôt tendance à monter un petit peu les tarifs des produits alimentaires, mais ça, il faut en tenir compte si on veut que l'agriculture fasse sa mutation. On a entendu quand même le parcours du combattant de Christian, peut-être un peu moins Étienne, mais comment faire pour les aider dans la mise en place de ces projets, pour essayer d'accélérer un peu tout ça, parce que le nœud de la guerre, c'est l'argent, mais le temps aussi. Se projeter sur 5 ans, c'est extrêmement compliqué. Ça c'est une problématique assez franco-française quand même. Sortir un dossier d'investissement, quel qu'il soit, même industriel ou même agro-industriel et tout ça en France, on est tout de suite, un méthaniseur, on est tout de suite sur 3, 4, 5 ans, sur des investissements lourds. Et en plus du temps, par rapport à nos pays voisins, moi je suis dans les Hauts-de-France, par rapport à mes voisins belges, on est 3 fois plus long. Hein, donc ça c'est une réalité. Mais le problème, c'est qu'il y a la réalité de se battre et de faire comprendre à des administrations différentes, à des dossiers à répondre, ainsi de suite. Et il y a aussi le fait que plus vous durez, on parlait d'acceptabilité, plus vous faites poser des questions autour de vous. C'est-à-dire pourquoi vous avez besoin d'autant de temps, d'autant de rapports, d'autant de dossiers pour sortir cette chose. Il doit y avoir un risque quelque part. C'est pas anodin.
Donc forcément, les gens qui se disent « oh là là, je vais avoir ça, ça va changer mon paysage, ça va tout ça ben, », plus ça dure, plus ils se disent ben, « il nous cache quelque chose ». Donc vous voyez, ça peut-être que ça va être dangereux. On va avoir des ondes par l'électricité, par les éoliennes, on va avoir du gaz par la production de biogaz, ainsi de suite. Donc c'est aussi pour ça que le rythme est important. Le rythme, et on est en discussion, je ne sais pas s'il y a des gens de l'administration ici, mais on est en pré-discussion. Ben, si, on est à côté de moi. Donc en pré-discussion, PPE et ce genre de choses. Donnons aussi des caps de la durée, quoi, ne changeons pas d'objectif ou de politique. Voilà, c'est un peu le cas actuel, mais en termes, en termes d'objectifs d'énergie renouvelable, je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Donnons des caps qui permettent aux filières de s'engager, d'investir et d'aller de l'avant. On a aussi tendance un peu à marcher avec des accélérations des coups de frein, des accélérations des coups de frein. Il n'y a pas pire pour créer une nouvelle filière, quelle que soit d'ailleurs, mais en particulier énergétique. Merci beaucoup. Allez, on va ouvrir le dialogue avec la salle parce que c'est aussi bien là tout le but de cette session. On va faire circuler les micros. Il y a déjà un bras qui se lève. Bon, il y a beaucoup de bras qui se lèvent. On va essayer d'entendre tout le monde. Alors, dans ce cas, essayez de formuler vos questions de façon assez synthétique, des réponses synthétiques aussi pour qu'on entende un maximum de personnes. Il y a un bras qui se lève au fond de la salle. Je me permettrais juste aussi de reprendre les questions qui sont posées sur le chat dans le courant. On va saluer les quelques 500 personnes qui nous suivent effectivement en ligne ce matin. Allez, des questions dans la salle et puis derrière vous. Bonjour monsieur. Bonjour Jean-Philippe Burtin. Je viens à plusieurs casquettes ici en tant que président de Biogaz Vallée, de la méthanisation, aussi en tant que Boréa, parce que beaucoup me connaissent, recruteur de talents dans les énergies renouvelables, mais surtout en tant qu'agriculteur. Parce que même si j'ai une cravate, je suis avant tout agriculteur. Dans l'Est de la France, comme beaucoup ici, j'ai une petite ferme agricole bio. Et aujourd'hui, le projet, c'est la convertir dans le solaire. Je ne vais pas faire de la méthanisation parce que pour des questions de présence, mais l'agrivoltaïsme est vraiment un sujet dans lequel je m'investis beaucoup. Et j'ai deux questions. La première pour mes confrères agriculteurs. Pour faire passer un projet, c'est pas facile pour l'acceptabilité. Alors peut-être que c'est mieux quand on a le maire avec nous. Ça, je pense que ça va être quand même un peu mieux, mais pas toujours. Et la deuxième question, qui est pour l'ensemble des acteurs sur cette table ronde. Nous, agriculteurs, est-ce qu'on doit être partie prenante dans une SPV, je prends par exemple, ou tout simplement amener le terrain, être bailleur pour ce projet-là, pour qu'il soit mieux accepté et que sur le long terme, l'agriculteur s'y retrouve plus. Merci. Moi, pour le coup, j'ai fait le choix de ne pas être partie prenante engagée, on va dire, parce que première chose, donc du coup, vous savez ce que c'est, un agriculteur, du coup, il est implanté sur le territoire et à vie, et ses voisins aussi. Donc du coup, quand on a ses voisins qui sont un peu réticents au projet, alors soit par politique, des fois contre le maire, ou peut-être par jalousie, je ne sais pas. Moi, j'ai fait le choix de ne pas me fâcher avec mes voisins, donc du coup, j'ai toujours poussé le projet, mais je ne l'ai pas crié sur tous les toits et j'ai essayé d'être le plus neutre possible dans l'histoire, voilà, et opportuniste pour le coup. Moi, l'intérêt que je voyais effectivement de prendre part dans la SPV, c'était plutôt pour avoir mon mot à dire en fait, sur l'ensemble du projet. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai vu qu'avec Photosol, ça se passait plutôt bien et que jusqu'à maintenant, et que toutes mes remarques et autres étaient prises en compte. Je pense qu'après, c'est aussi un choix personnel, financier, bien sûr. Hein. Bon, je dirais que pour moi, l'avantage quand même, ce serait que l'agriculteur ait son mot à dire aussi. On parlait tout à l'heure aussi de valorisation de l'électricité. Dans le montage des projets, il existe aussi différentes formes qui commencent aussi à émerger, comme l'autoconsommation collective, les choses comme ça, surtout en zone rurale. Donc ça peut permettre aussi de mieux faire accepter le projet, puis d'en parler et d'avoir un projet global en dehors de la production stricto sensus du projet agricole. Quoi. Olivier, un complément peut-être ? Oui, non, mais c'est ce qui est important, c'est le principe du partage de la valeur. À inscrire, le partage de la valeur, c'est équilibré. Hein, ça ne veut pas dire que l'agriculteur doit. Il faut trouver l'équilibre.
Mais le partage de la valeur, déjà, de ce principe-là, et ensuite la méthode, je dirais qu'elle est propre à chacun. Il y a des agriculteurs qui préféreront prendre des parts, d'autres qui préféreront... il y en a qui se font aider au niveau investissement dans le nouveau projet alimentaire, d'autres qui préfèrent une indemnité ou un fermage. Pour moi, c'est au cas par cas. On l'a dit tout à l'heure, chaque dossier est tellement spécifique et tellement au cas par cas. Il y a tellement de diversité dans le monde agricole, individuellement et même par région. On voit bien qu'on n'a pas du tout les mêmes approches du collectif ou pas du collectif, selon les régions, selon les agriculteurs. Donc je pense qu'il faut... C'est le principe de se dire que pour que ce soit un projet gagnant-gagnant, déjà, il faut que ce soit un projet agricole. Et deuxièmement, il faut vraiment qu'il y ait cette confiance dans le partage de la valeur, que chacun y retrouve quelque part ses petits, que ce soit vraiment une plus-value, une valeur ajoutée, je dirais, pour l'exploitation agricole en termes de durabilité, quoi. Donc il faut trouver Certains au Parlement aujourd'hui aimeraient bien l'inscrire dans la loi, le partage de la valeur. Et je n'ai pas de parlementaire ici, mais voilà, certains ont une vision un peu que je trouve un peu trop rigide par rapport à ce partage de la valeur. On ne peut pas imposer un système de partage de la valeur, on peut dire que dans un système, l'électricité est produite sur le sol, donc c'est un peu normal qu'il y ait un partage entre le monde agricole et le monde énergétique sur le sujet. Mais encore une fois, je sais qu'il faut bien préciser aussi qu'un projet agrivoltaïque, ce n'est pas un projet photovoltaïque. Et quand on me dit des 5, 10, 15 000 euros, il faut arrêter les bêtises à l'hectare, quoi. C'est pas l'Eldorado financier, voilà. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas à partager un petit quelque chose pour montrer qu'on est gagnant-gagnant. C'est un équilibre. Oui. Allez, question. Oui, monsieur. Oui, Yves Langlois-Murine. Je suis développeur et agriculteur, donc j'ai la double casquette. Donc j'ai développé un projet dans la Nièvre qui a eu facilement son permis. Et ce que je constate, c'est que c'est de plus en plus compliqué. Donc la loi d'accélération, c'est plutôt une loi de ralentissement, comme beaucoup l'ont dit. Et que plus finalement on s'intéresse à ce sujet, là j'ai l'impression qu'on en fait un sujet énorme. Et je me dis... on voit bien que quand c'est 0,3% des surfaces, c'est pas avec ça qu'on va sauver du changement climatique l'agriculture, ça sera plutôt la génétique, l'agriculture de conservation. Donc ma question, moi, ça serait plutôt comment on remet du pragmatisme et de l'agilité pour revenir un peu à cette question d'équilibre qu'on avait au départ, parce que plus on en parle, plus il y a d'organismes qui s'y intéressent, plus on se dit il faut faire des réflexions, des études, des chartes. Donc je rebondis un peu sur ce que disait Olivier Daugé à la fin. Effectivement, j'ai entendu aussi à Energaia, il y avait une conférence, là c'était un peu le pompon, où on parlait de mettre des piquets en bois, etc. Je me dis, à un moment donné, il faut aussi... on dit d'être très franco-français, mais finalement, il faut aussi se regarder, et là je parlerai soi-même. Et je parlerai notamment du monde agricole, parce que finalement, le monde agricole est en train de... Et je suis adhérent de la FNSEA, est en train de complexifier à fond le système, alors que finalement, ce que demandent les agriculteurs qui sont des entrepreneurs, comme on l'a dit, c'est bien de gagner de l'argent. C'est pas de couper les cheveux en quatre et de se dire est-ce que je perds 0,5% ou 5% de ma production. Ce qu'ils veulent, s'ils gagnent plus leur vie, c'est gagner un peu d'argent. Et donc le loyer, c'est pas un gros mot d'avoir un loyer, c'est pas un gros mot de monter des projets. Donc ma question, c'est comment on fait pour retrouver de l'économie. Sur la méthanisation, on ne s'est pas posé autant de questions. Et les projets marchent bien. J'ai l'impression qu'on s'en est moins posé. Par exemple, sur les 6 pans, on ne s'est pas dit est-ce que les 6 pans, combien de rendement ça va faire, etc. Les projets, ils marchent. Donc là, on est en train de... Voilà, j'ai l'impression qu'on coupe les cheveux en 4. Et du coup, effectivement, dans la PPE3, on se dit finalement, est-ce que l'agri-PV, c'est mature ? Bien sûr que c'est mature. On sait que sur l'herbe, ça marche. Mais j'ai l'impression que plus on fait d'études, plus on en demande, plus on a besoin, quoi. C'est une course sans fin, quoi. Et du coup, après, on se dit... il y a des projets de 10 000 hectares en Chine. Bon, c'est pas ce qu'on souhaite, mais à la fin, on arrive à des trucs aberrants. Voilà, c'est un peu un conseil que je fais. Olivier. Oui. Sur la méthanisation, on est le seul pays à avoir une limitation aux productions alimentaires, les 15%. Non, je crois que j'étais à la table ronde dont tu parles. C'est pas moi qui ai parlé des poteaux en bois, mais j'étais à la table ronde. Non, il y a une question, et non, nous on est sur le principe, en tout cas ce que je représente, on est sur le principe de... Alors on est une nouvelle filière, donc c'est très compliqué parce que ça démarre, mais on est plus sur un principe d'innovation que sur un principe de frein ou de précaution là-dessus. L'exemple type, c'est le pourcentage de panneaux dans la loi maximum.
La même personne qui proposait les poteaux en bois veut limiter les panneaux à 20%. Voilà, donc je ne parlerai pas de l'organisme dont elle vient, mais il y a un petit côté principe de précaution très français et principe d'innovation où il faut, et ça a été dit, il faut produire de l'énergie. Il faut produire de l'énergie qui reste dans le mix énergétique à peu près bien en termes de coût de production du mix énergétique. Donc ça, c'est véritablement l'enjeu d'arriver, et ça a été dit, des nouveaux panneaux qui fonctionnent mieux, peut-être des nouveaux, c'est ce qui sous-entendait, des panneaux au fur et à mesure plus légers qui permettent moins d'investissement dans les pieux et compagnie. Voilà, c'est ça un peu le principe. Ça, c'est la première question. La deuxième, par rapport à la rapidité, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment une nouvelle filière, qu'il y a très peu de recul, et Jérôme l'a très bien dit tout à l'heure, et ça pose problème même pour l'administration, parce que dans la loi APER, elle est assez nouvelle dans la France d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, on demande au département de gérer, département par département, le développement de l'agrivoltaïsme. Alors, on le demande à la profession, mais on le demande à l'État aussi. Et du coup, il n'y a pas suffisamment de fonctionnaires, de gens qui peuvent s'occuper de la gestion des dossiers, sans doute, par rapport à l'afflux de dossiers. Mais en plus, il y a un problème d'interprétation. Et d'ailleurs, je ne sais pas là, mais il y a soi-disant une note d'instruction qui doit sortir sur l'application du décret. La note d'instruction, on l'attend toujours. Ça fait 6 mois qu'on me dit qu'elle sort dans les 15 jours. Et ça, c'est une vraie problématique parce que du coup, on a des fonctionnaires qui, pas méchamment d'ailleurs, mais n'ont pas forcément la même interprétation et du coup, qui se posent des questions, est-ce qu'il faut faire comme ça, pas comme ça, et ça freine les projets. Mais ce que je veux dire, on a peu tendance à en rajouter et à faire en sorte. Mais en tout cas, moi professionnellement, il y a un potentiel très important en termes d'intérêt par rapport à l'agrivoltaïsme et surtout d'évolution. Moi, je vois l'évolution depuis 5-7 ans sur les panneaux. Sur l'évolution, c'est assez fantastique. Donc, on voit bien qu'il y a des choses véritablement intéressantes à faire dans l'optique de garder l'alimentaire. Donc, on est vraiment dans cette optique climat, alimentation, énergie. Et il faut qu'on arrive à faire en sorte, et c'est le rôle de l'ADEME, et l'Observatoire, c'est un gros boulot, je peux vous dire, parce que observer et avoir du recul sur des choses qui n'ont pas de recul, c'est pas évident. Mais on a besoin de ça pour justement justifier le fait qu'on puisse développer ça sur nos terres sans avoir trop le problème de dire il faut des poteaux en bois ou il faut limiter. Mais battons-nous sur le principe d'innovation. Pour moi, d'avoir un principe de blocage à un pourcentage, c'est idiot. Même de revenus, c'est idiot parce qu'au niveau agricole, nos revenus sont tellement au yo-yo que c'est difficile. Par contre, d'innovation pour aller à l'optimum avec la loi, et je rappelle, le seul objectif de la loi, c'est garder une production alimentaire équivalente à ce qu'elle était avant, sans les panneaux. Donc c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête, c'est de se dire, il faut que j'arrive à une production, le potentiel de mon sol n'est pas affecté par la mise en place des panneaux en termes de production. Après, ça peut être un changement de production, ça peut être plein de choses, mais il faut bien garder ça en tête. Tout le reste, pour moi, c'est des outils pour y arriver ou pas y arriver. Et on sera jugé, il faudra des contrôles, on sera jugé sur cette production. On ne sera pas jugé sur la taille des pieux ou la composition des pieux et ainsi de suite. Jérôme et puis ensuite André. Oui, non, je comprends tout à fait les témoignages sur la nécessité de fluidifier, d'accélérer, que ça avance vite. Après, ce qu'on peut quand même rappeler, c'est que le principe de la loi d'accélération, c'est d'amener le débat auprès des acteurs locaux, de décentraliser le débat avec ces zones d'accélération, avec le rôle des CDPNAF, notamment dans l'agrivoltaïsme. Donc du coup, il faut aussi prendre le temps de comprendre ce qu'est l'agrivoltaïsme, de monter en compétences et d'avoir les outils autour de ça. Et puis, j'insiste sur ce que tu dis, Olivier, c'est évident que la filière, elle est très jeune. Ça a été dit, on n'a pas beaucoup de retours d'expérience. Il faut qu'on évite les contre-performances parce que c'est l'ensemble de la filière qui en pâtirait. D'où l'importance aussi d'être un peu prudent au démarrage pour en faire une filière emblématique dans laquelle on pourrait être fier dans les prochaines années, quoi. André, trop de principes de précaution, pas assez de principes d'innovation. Oui, tout à fait. Écoutez, puisqu'on est dans une période où on va avoir un nouveau gouvernement, on peut espérer qu'il y aura peut-être un ministre à la simplification. Ça serait une très bonne chose. On l'espère, mais bon, on a déjà eu l'occasion dans le passé d'avoir des ingénieurs de très haut niveau qui ont été nommés pour essayer de simplifier les procédures dans le solaire et ça a été peine perdue. Au bout de 6 mois, la personne a jeté l'éponge parce qu'elle n'y arrivait pas, quoi. Non, c'est très sérieux. On est le seul pays où c'est aussi compliqué
pas que pour le agrivoltaïsme d'ailleurs, pour l'ensemble de tout ce qui est solaire en général. C'est beaucoup plus compliqué, on ne comprend pas pourquoi. Est-ce qu'il y a un agenda caché? On ne sait pas quelle est la raison. On sent bien qu'il y a dans les propos, dans les discours, il y a toujours une volonté de développer le nucléaire et le solaire, etc. Mais on sent que pour le nucléaire, il y a beaucoup de facilité. Il y a une loi d'ailleurs qui elle est appliquée sans problème aujourd'hui, de simplification. Alors que pour le solaire, bon, on a des objectifs qu'on a du mal à afficher, ça traîne en longueur, etc. Bon, donc on n'est quand même pas mis à la même enseigne que le nucléaire. Il faudrait un jour qu'on mette ça à plat de façon très froide, quoi. Il n'y a pas de sujet, hein. Voilà, le solaire, c'est compétitif, on sait faire, ça n'a pas besoin de la même structure administrative que des énergies beaucoup plus compliquées. Bon, voilà. Alors après, on verra bien si le gouvernement se dote d'un Elon Musk français qui va simplifier les choses. Bon, pourquoi pas, on peut l'imaginer. Mais Daniel a des idées là. Daniel Bourg, des idées. Bon, je me permets d'intervenir parce que l'agrivoltaïsme, c'est une opportunité. Mais c'est une opportunité qui peut aller très loin. Quand on parle du temps, 5-6 ans, c'est aberrant. Le terme n'est pas assez fort et j'aimerais en trouver encore des plus forts. C'est débile. Et quand on est à ce niveau-là, c'est qu'on a vraiment besoin d'une vraie évolution. Là, l'agrivoltaïsme est neuf. C'est pour ça que je propose vraiment, mais avec toute la profession, c'est au contraire de tout faire pour que ce soit quelque chose de neuf et de rapide. Et on peut le faire. J'insiste, c'est un domaine où on peut le faire. C'est-à-dire que le permitting, on doit l'aborder. Et de faire que l'agrivoltaïsme sorte peut-être du régime absolument aberrant qu'on a, avec je ne sais pas combien de comités, de règlements, etc. Je peux vous dire qu'en 2 ans, nos projets photovoltaïques, on a pris 1 année de plus pour le développement. C'est un moment où il faut savoir hurler, dire dessus. Je sais que le monde agricole exprime son ras-le-bol des règles. Je peux vous dire que dans le photovoltaïque, nous aussi, on en a ras-le-bol. Ras-le-bol que sur le terrain, on est toujours à un manque, alors soi-disant d'effectifs, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on est en train de se balader entre les DDT, les DREAL, toutes les commissions X, Y, Z? Ça n'a pas de sens. On est nombreux à travailler dans d'autres pays européens. Je peux vous assurer qu'on va beaucoup, beaucoup plus vite et qu'on a du pragmatisme en face de nous. Donc, on est un domaine rêvé. Et je le dis bien parce qu'on le fera avec le monde agricole. On n'y arrivera pas tout seul, nous. Mais avec le monde agricole, on doit être capable de faire évoluer cette règle du permitting. C'est pour ça que vraiment, j'invite nos collègues du monde agricole à ce qu'ensemble, nous allions sur ce problème-là. Mais moi, je viendrai aussi sur quelque chose qui est important que fait la FNO. Oui, on a besoin effectivement d'avoir des chartes. Oui, on a besoin aussi d'avoir des notions de dire voilà la bonne conduite qu'on doit faire sur un projet, etc. Ça ne doit pas être des règlements, ça ne doit pas être des choses qui soient imposées dans le temps, c'est des choses de bon sens qu'on doit faire ensemble. Et de faire confiance aux professionnels pour justement être capable de faire ça. Et j'insiste, l'agrivoltaïsme est un terrain rêvé pour faire des progrès dans ce qu'on fait actuellement, et pour la transition énergétique, et pour l'agriculture. Merci pour cette intervention, qu'on peut applaudir, bien sûr. On a une question et puis peut-être les questions sur le chat aussi. Alors, il y avait effectivement une première question sur le chat, mais très rapide, oui, qui était le nom de l'observatoire que mène l'ADEME et la disponibilité. Oui, le nom de l'observatoire et quand est-ce qu'il sera disponible? Alors le nom, il n'a pas de nom pour l'instant, mais par contre il sera ouvert en 2025, donc l'année prochaine. Donc c'est un observatoire qui est en mode... On va baptiser ensemble si vous avez des suggestions. Et on va le développer en mode agile, hein, c'est-à-dire qu'on fera une première version qu'on va enrichir progressivement, parce que là aussi, on voit bien sur la jeunesse de la filière, il faudra qu'on évolue sur les données nécessaires pour bien comprendre les couplages. Et donc, selon les couplages, les types de production, on n'aura pas les mêmes besoins de données nécessaires. Vous dites 2025, courant 2025, premier trimestre, deuxième, troisième? Plutôt mi-2025. Fin mi-2025. Voilà. Ok. Question, monsieur, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Laurent, je ne suis pas développeur. Je
Je ne suis pas agriculteur, je ne suis pas alcoolique non plus, mais je suis futur producteur de panneaux solaires en France pour une société qui s'appelle Holosolis. Donc je suis content, il y a beaucoup de gens de l'Est, donc peut-être qu'ils nous connaissent déjà un peu. Et j'ai entendu des mots magnifiques, hein, partage de valeurs, vertu, durabilité, souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique, production locale. Et c'est là où je voudrais en venir. Est-ce que dans vos réflexions, vous intégrez les futures gigafactories qui sont en construction, génératrices d'emplois, de consommateurs de produits locaux? Voilà, c'est ma question. Alors, qui veut répondre? André? Oui, simplement pour dire que les professionnels du solaire en général, hein, que ce soit les bureaux d'études, les développeurs, etc., se sont engagés dès le mois d'avril dernier avec le gouvernement. On avait signé la fameuse charte en fait, solaire qui prévoyait qu'une grande partie de la production des nouveaux projets soit faite à l'horizon de 2030, je crois, avec une part prépondérante de produits fabriqués en Europe, donc forcément en France en partie. Donc nous, on est des sponsors de la première heure, enfin Interplan en tout cas, de la première heure des projets solaires, que ce soit Holosolis, que ce soit Carbone, que ce soit maintenant d'autres projets. Mais évidemment, on est tout à fait partisans de cela. Dans l'Est, il y a aussi Voltec, que je ne peux pas oublier, hein, qui est une entreprise qui n'est pas totalement intégrée, qui ne fait qu'une partie, mais c'est très important. Et je sais que moi, en tout cas, mon bureau d'études, on l'a prescrit souvent dans les projets parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que les prix ont beaucoup baissé des panneaux solaires et c'est vrai que la différence, même s'il y a toujours une différence pour des produits fabriqués en Europe, la différence à valeur absolue, en fait, elle s'amenuise au fil du temps. Et l'écart reste le même en valeur absolue, mais finalement, dans le cas d'un projet, vous savez, un projet solaire d'une centrale au sol, c'est 20-25% le prix des panneaux solaires. Donc finalement, on se rend compte que ce n'est pas ça qui est décisif. Même si on paie quelques pourcents de plus sur les panneaux, ça ne dérègle pas du tout l'équilibre économique du projet. Donc voilà, et puis on encourage vraiment la création d'emplois chez nous, en sachant que j'éprouve une grande admiration pour vous, parce que j'ai commencé ma carrière dans l'industrie, et je sais que c'est très dur de faire de l'industrie en France en général, parce que vous avez les mêmes contraintes qu'on vient d'évoquer, administratives, pour obtenir des... Elon Musk, quand il a créé l'usine à Berlin, la raison principale pour laquelle il a choisi Berlin, c'est qu'il a commencé les travaux de terrassement avant même d'avoir déposé le permis. Voilà. Et en Allemagne, le permis se fabrique en même temps que le projet. Alors on peut trouver que c'est peut-être normal, mais enfin bon, je trouve qu'en Allemagne, les maisons tiennent debout et que ça a l'air plutôt costaud, quoi. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a des choses quand même qu'il faut aussi qu'on apprenne de nos voisins, quoi, peut-être. Exactement. Alors, d'autres questions sur le chat? Oui, il y avait une question sur le chat qui concerne les chartes départementales, dont certaines sont contraires au décret et à la loi. La question est simple, hein. Quelle est la marche à suivre? À quel sein se vouer dès lors qu'on a des chartes dans certains départements pour l'agrivoltaïsme qui ne sont pas conformes au décret et à la loi? Olivier? C'est toute la richesse et la complexité de la loi Appert qui donne le pouvoir au département. On critique souvent le pouvoir parisien qui décide pour tout le monde. Mais non, alors c'est vrai qu'il y a une interprétation, j'ai parlé de l'administration tout à l'heure, il y a aussi une interprétation professionnelle sur le sujet. Vous avez des départements qui sont très proactifs, qui veulent du développement fort, voire quelquefois qui trouvent que la loi est trop complexe, quoi, ou trop fermée, et d'autres qui freinent en disant ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que c'est à l'agriculteur dur de s'occuper de ça? Donc c'est en train de se caler. Je pense que de toute façon, je rappelle que les chambres, c'est un avis, c'est-à-dire que les chambres préparent le travail qui va être ensuite analysé par l'administration et ensuite validé par le préfet s'il estime que ça rentre dans le cadre de la loi. Donc c'est sur avis. L'important, c'était quoi? Pour moi, surtout, l'important de ce travail local, c'était de faire la liste de toutes les terres qui ne sont plus agricoles, c'est bien qu'ils ne sont plus agricoles, qui sont incultes ou retirées de l'agriculture,
Je parle bien des terres incultes. On n'est pas dans des terres à bas potentiel qui peuvent redevenir, parce que c'est toute la définition du bas potentiel. Et voilà, d'avoir ce listing qui permettrait de faire des projets photovoltaïques sur ces terres, mais qui sont incultes ou qui sont plus en production depuis un certain nombre d'années au niveau agronomique. Donc voilà, c'était ça l'objectif, mais c'est avis de la Chambre qui est donné à l'administration, parce qu'en fait, c'est la Chambre qui a les outils pour faire ce travail. Et ensuite, c'est l'administration qui va décider si ça rentre dans le cadre de la loi ou pas. Mais a priori, je vois mal des départements aller contre la loi, parce que forcément, ça risque de se retourner contre le préfet. On sait très bien comment ça se passe dans ces cas-là. Donc je pense que ça va se tasser au fur et à mesure. Oui, juste un petit point sur l'étude qu'on évoquait tout à l'heure, là, sur les 5 régions. On va justement faire un petit état des lieux, des chartes départementales en cours de construction, voir leur homogénéité, leur hétérogénéité. Donc je pense que ça va nous éclairer pas mal. Ce qui m'inquiète un peu dans la question, c'est d'avoir des chartes qui ne soient pas conformes à la loi. La loi, c'est le socle. Hein. Donc du coup, voilà, ça sera forcément cohérent. Il faudra... Je ne suis que le messager. Hein. Oui, bien sûr. C'est pas moi qui ai posé la question. D'autres questions sur le chat, peut-être? Alors, il n'y a pas d'autres questions sur le chat pour l'instant, mais juste une remarque, hein, Olivier, oui. Tout à l'heure, vous disiez qu'on avait beaucoup d'attentes vis-à-vis de la DGEC, notamment une circulaire. Hermine Durand sera là cet après-midi, on pourra lui poser la question dans l'après-midi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut prendre une dernière question, on a encore 5 minutes dans la salle. Mais là on est rapidement, on est vraiment dans la situation de gestion franco-française. Pourquoi elle ne sort pas? Parce que c'est un travail interministériel. Et que chaque ministère ajoute ce truc, parce que c'est la santé, c'est la sécurité, il n'y a pas que l'énergie. Et chaque ministère doit remplir l'instruction. Et ensuite, ils doivent essayer de faire une synthèse. Et la synthèse, ils n'arrivent pas à la sortir aujourd'hui. Ils ont un temps fou, mais dites-lui bien, moi je ne serai pas là cet après-midi, mais dites-lui bien qu'il y a urgence sur le terrain pour les projets, mais aussi pour les fonctionnaires, parce que c'est compliqué pour eux de ne pas avoir de guide par rapport, par rapport au texte. André, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, ok. Une question, monsieur, dernière question. Bonjour, François-Xavier Vallandeghem. Donc moi j'ai un projet qui a été accepté, mais le problème qui n'est pas là, c'est où est RTE et où sont les postes sources? Parce que c'est beau de tout bâtir, là, d'avoir des projets, que ça passe, mais ça bloque à RTE, le tuyau n'est pas assez gros. Voilà. Bonne remarque. Non, ils ne sont pas là. Du coup, la transition. Bah oui. Jérôme? Non, je ne vais pas répondre pour RTE, effectivement, ils ne sont pas là. Non, éventuellement, parce que je voulais peut-être, c'est juste, si c'est possible, de revenir un petit peu en arrière sur un des points qui me semblait important, qu'on a souligné tout à l'heure, on en a parlé à plusieurs reprises, cette question on a parlé d'acceptabilité des projets, qui est vraiment un sujet important. En tout cas, nous, à l'ADEME, c'est un terme qu'on n'utilise plus, l'acceptabilité, parce que c'est un terme qui laisse penser à une démarche très descendante. C'est-à-dire que je fais mon projet et je fais en sorte qu'il soit accepté par la population locale, les élus, etc. On parle plus d'adhésion, d'appropriation, qui est un objectif un peu plus ambitieux. Ce qu'on cherche, c'est vraiment amener les citoyens, les élus dans cette transition énergétique qui nous aident plutôt qu'ils acceptent les projets. Donc ça veut dire qu'on doit aussi travailler tous sur le sens. Pourquoi on fait des projets agrivoltaïques? C'est quoi l'objectif, la finalité de décarboner l'économie, de lutter contre le changement climatique, de gagner de l'autonomie énergétique? Il faut vraiment qu'on travaille sur le sens de cette transition et de ces projets. Merci, je pense qu'on va conclure là-dessus, ce sera le mot de la fin. Je voudrais qu'on applaudisse chaleureusement l'intervention de chacun des speakers de cette session. Merci beaucoup, messieurs, pour la grande richesse de vos interventions. Bon courage, Christian, ça va se décanter. Ça va bien se décanter, on va avoir un nouveau gouvernement, vous allez voir, en un claquement de doigts, ça va se... Il faut être confiant. Allez, soyons optimistes. Merci à tous de votre attention ce matin. On va marquer la pause méridienne. On se retrouve ici à 14h pour la reprise de notre conférence avec André Landès, justement conférencier. Allez voir les exposants, ils sont nombreux. Et puis, très bonne pause à tous. Merci encore une fois, messieurs. C'était un plaisir de modérer cette table ronde avec vous. Merci beaucoup.